Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Une dame connue dans l'espace littéraire, Aminata Sarr Malik, est l'auteur de l'ouvrage Dans la peau de la quadragénaire. Madame Ndiaye, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Sadir, c'est un plaisir pour moi également d'être dans 4e de couverture. On l'attendait, finalement vous avez écrit. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cet ouvrage? La première des motivations, ce sont les souffrances qu'on voit au quotidien, vécues par les femmes dans leur ménage, mais pas qu'elles seulement. Il y a également les souffrances vécues par les hommes. Et donc, comment ne pas perdre de temps alors qu'on était en période de confinement? Et j'ai dit, voilà, pourquoi pas ne pas écrire. Et j'ai commencé à l'écrire en 2020, je l'ai peaufiné jusque-là. Et voilà, ça a donné ce résultat. Femme de lettres, je l'ai dit tantôt, on l'attendait. Quel a été votre rapport avec cet ouvrage au moment de l'écriture? Au moment de l'écriture, c'était d'abord l'ennui. Je m'ennuyais, il y avait le spleen baudelairien un tout petit peu, mais également, je peux dire que personnellement, moi j'ai vécu cette pression sociale-là. Donc je me suis retrouvée. Donc pourquoi on nous agace, pourquoi on nous fatigue avec des... Bon, qu'attends-tu pour te marier? Comme si, voilà, bon, tu as ton temps à toi en fait. Tu as besoin de temps, d'espace pour voir si tu peux choisir tel ou tel ou bien. Mais pourquoi en fait, effectivement, on veut te dire ou te comparer à ton autre camarade, elle est mariée et toi, tu attends quoi? Comme si tu avais pris comme finalité que tes études, alors que non. Donc tu attendais le parfait timing. Donc c'était mon implication aussi. Un cœur en plaidoyer. Oui, en quelque sorte. L'histoire entre hommes et femmes, pourquoi le choix également de ce thème-là? Hommes, femmes, on y reviendra, l'amour et tout ce qui s'en est suivi, mais pourquoi ces deux profils, hommes et femmes, ce couple? Oui, parce que nous sommes là, nous avons des destins croisés. Je regarde même mon ouvrage en face de moi qui dit ça et qui m'a donné le truc. Effectivement, nous nous croisons dans ce monde-là. Donc, c'est un carrefour où nous nous côtoyons, nous nous voyons donc, et nous partageons un milieu. Donc, j'ai dépeint des femmes dans un milieu d'hommes. Et ce n'était pas très facile d'être casé, quoi. Parce que facilement, on peut te coller des préjugés et puis tu n'es pas à l'aise dans ton milieu de travail. Il y a tout ça également. Donc, ce sont ces femmes indépendantes que vous voyez également dans le livre. Vous commencez par nous décrire une dame, une très grande dame, malheureusement, qui meurt en vol, en avion. Pourquoi vous avez choisi de commencer par cette intrigue? En fait, pour nous dire surtout que la vie est fragile en fait. Au moment où on ne s'y attend pas, et puis voilà que vient la fin. Donc il faut essayer surtout de savourer chaque instant, chaque seconde compte dans la vie. Oui, la mort frappe vite fait. Et donc c'est très bien quand on a envie de se rappeler de ça. L'être humain. Dans ce livre, on y sent à chaque fois que vous nous racontez une histoire à côté, d'une façon ou d'une autre, peut-être même fait à dessein, il y a une leçon de morale qu'on peut en tirer pour démontrer quand même l'autre face de l'être humain. Mais vous avez aussi dépeint la mort. Combien cela nous échappe, combien le destin peut être à notre avantage comme à notre désavantage. La mort dans votre écriture, dans votre pensée, Aminata. La mort doit nous habiter tout le temps. On a tendance à l'oublier quand on vit et qu'on savoure la vie, mais vous vous levez un beau matin, on vous dit que cette jeune dame ou ce jeune homme voilà, a rendu l'âme. Récemment, on a vu pas mal de décès de ce genre. Et puis ça choque, et puis ça frappe. C'est parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous oublions Thanatos. Alors que ça fait partie de notre vie, en fait. Il faut quand même se la rappeler, la mort. Et penser qu'un jour aussi, nous serons ensevelis et occasion de multiplier les actes humains, les bons actes au quotidien. C'était surtout ça, le message qu'il fallait voir à travers cette voilà, description de la mort. La dame Myriam de Castel. Pourquoi également le profil? Parce que bon, Myriam de Castel, déjà tout le monde, lorsqu'on parle de vous, Aminata, on fait référence à votre classe, une grande dame. Et quand on lit Myriam de Castel, j'ai l'impression de voir Aminata qui a des ambitions peut-être même. Ce qu'elle voudrait devenir. Est-ce le cas? On peut le dire d'une certaine façon. Et merci pour les belles fleurs. En fait, Dame Myriam Castel, voilà, on sent l'élégance en elle. Donc c'est le prototype, moi, je pense, de la femme qui est émancipée, qui s'assume, mais qui n'a pas en fait
qui ne se croit pas supérieure aux autres en fait. Donc c'est cette femme modèle-là qui pour moi, on devrait toutes prendre en exemple, hein. Moi y comprise, dans sa manière de faire, dans sa manière de se conduire. Bien sûr, elle est riche, elle est aisée et tout, elle a tout, en tout cas on peut l'envier sur bien des points, mais n'empêche, elle reste humaine et c'est ça qui est essentiel. Sa relation avec Sébastien, à peu près de 40 ans, après avoir été déçue, bien sûr, à l'âge de 20 ans et quelques, 40 ans, elle rencontre Sébastien. Pourquoi cet âge? Oui, Aminata, le coup de foudre. Pourquoi cet âge? Parce que comme je le disais, on voyait beaucoup de femmes, surtout les femmes de cet âge-là, victimes de préjugés, de marginalisation de la société. Surtout si jamais elles ont divorcé et qu'elles ont des enfants, on peut sentir ces discriminations-là. Vous voyez peut-être des messieurs qui sont prêts pour les épouser et tout, mais peut-être leurs familles même peuvent être en désaccord avec ce fait-là, tout simplement parce que nous les concevons comme du déjà expérimenté, elles ont déjà vécu, alors que pour moi, l'amour n'a pas d'âge. En fait, c'est cette victimisation-là dont elles sont victimes de ça. Et j'ai tenu à montrer que cette femme-là, aujourd'hui, elle aussi, elle a besoin de s'épanouir. Mais effectivement, ce n'est pas que la quadragénaire qui pourrait se retrouver dans ce que vous venez de dire. Toutes les femmes, en quelque sorte. Et la preuve, les retours que j'avais de femmes de cet âge ou pas, qui me disaient qu'elles se retrouvaient réellement dans ce que j'ai décrit. Et donc, vous avez vu, elle a eu une pause dans sa vie amoureuse, Mira. Donc, le temps de se reconstruire, mais elle n'était pas satisfaite de ce qu'elle voyait devant elle. Donc, elle a pris son temps, etc. Et est venu Sébastien, qu'elle a rencontré au cours d'un voyage. Donc, l'amour prend son temps. L'amour, le bonheur, l'épanouissement dans le style d'écriture de Aminata Sarr Malik. Qu'est-ce que cela représente? Oui, en fait, c'est une thématique qui m'a beaucoup inspirée comme ça, subitement, parce que pour moi, le monde doit être fait d'amour et nous devons tisser même nos relations, même amicales, sur la base de l'amour, ne pas chercher les intérêts. Et donc, j'ai écrit comme ça, naturellement, sans faire attention au style, mais j'attends les observations quant à les similitudes avec tel ou tel, mais c'est comme ça. Néanmoins, la quête de l'amour, la quête du bonheur, la quête de l'épanouissement n'est pas un long fleuve tranquille. Énormément de déceptions, énormément de trahisons. Pourquoi également, en plus d'avoir mis sur une balance l'amour, l'épanouissement et le bonheur, sur l'autre plateau de la balance, vous y avez mis l'échec, la trahison, les complots? Parce que les deux vont ensemble. Ce monde est un monde de dilemmes. Voilà, donc c'est comme la vie et la mort. Vous vivez, mais d'un autre côté, il y a la mort. Et donc, de la même manière que vous vivez le bonheur dans la vie conjugale, de notre côté, il y a les problèmes, il y a les souffrances. Donc, la vie est parsemée de haut et de bas, comme on dit. Donc, on peut retrouver cette dichotomie existentielle dans l'ouvrage, tout ce qui est de plus naturel. C'est comme ça. Donc, il faut prendre les choses quand elles vont venir maintenant. Il faut savoir les prendre, voilà, avec intelligence, savoir que c'est la vie également et essayer d'être fort ou forte. Vous avez également parlé qu'en quelque peu, on y avait senti un certain clin d'œil à une certaine appartenance à une obédience politique. Nous y reviendrons. Mais qu'est-ce qui explique, selon vous, dans une société, qu'une femme si belle, si élégante, riche, subit d'un coup la trahison et subit encore une fois de plus un meurtre à travers presque l'empoisonnement? Qu'est-ce qui l'explique selon vous dans nos sociétés? La méchanceté et l'envie. La méchanceté et l'envie. Donc, Mira est victime doublement, on peut dire, de sa bonté, mais surtout victime de ce qu'elle a, donc de ses avoirs, de la vie. Mais elle n'a pas cherché à les avoir. Si Dieu ne le lui avait pas donné, elle ne l'aurait pas. Donc, mais il y a des gens qui ne comprennent pas cela également. Mais pour son cas précis, c'est parce que tout simplement, il y avait un manque. C'est beaucoup plus profond. Si on voit la psychologie, en fait, de l'assassin de Mira. Donc, une dame qui est également une dame forte, qu'on croyait en tout cas forte, mais en fait qui avait des blessures profondes. Donc, pas pour essayer de légitimer son acte, mais c'est comme ça, hein. Les gens sont malades et puis ils ne savent pas. Parce qu'ils n'ont pas cette culture d'aller parler ainsi ou de se confier à quelqu'un, donc elles gardent, elles s'enfuient et ça, c'est pas bon. Vous avez écrit ce livre en 2020, comme vous l'avez dit, mais on y voit une bonne présence d'épisodes politico-judiciaires, le procès et
vous y avez parlé également d'un autre procès que les Sénégalais attendent, le procès Ousmane Sonko et Adji Sarr. Était-ce pour vous un clin d'œil à votre appartenance politique? Oui, ça peut l'être, mais pas forcément. En fait, ce sujet-là m'a beaucoup tenu à cœur parce que j'étais dans mon coin depuis l'éclatement de l'affaire, je suivais de près et tout. Il y a énormément de manipulation dans cette histoire. Mais en fait, tu n'avais pas l'occasion de servir une réplique salée, en fait. Je ne sais pas si on peut dire ça salée, mais une réplique convaincante. Et donc, l'ouvrage était également une occasion, surtout si on voit également la psychologie de Maïmouna et son profil même, cette avocate-là déchue. Mais depuis son asile, elle s'intéressait à cette affaire. Donc, elle m'a permis de trouver une fenêtre pour ça, donc dans l'épilogue. Et j'attends toujours des remarques à ce sujet parce que vous posez en fait des faits, vous vous basez sur des faits, vous les expliquez et tout. Et pour dire qu'il y a également, très certainement de la manipulation de la part de celle qui se dit victime. Donc, vous dites ça et puis on te répond que tu es partisane. Et on met où les faits? Moi, c'est la question que je me demande si je suis partisane. Où sont les faits? Donc, je dis entre guillemets, même la partisanerie ne peut pas enlever l'objectivité d'une analyse. Donc, il faut répondre juste aux arguments et je suis là, je les écoute. Excellent. Lorsqu'on lit cette partie-là, comme je le disais tantôt, certes, on y voit ce que vous venez de dire, l'objectivité des faits, mais journaliste de formation d'autre part également, il y a un clin d'œil, des griffes que vous avez un peu grignoté une certaine partie de la presse. Effectivement, c'est cette presse à la plume prostituée, je l'ai dit dans le texte. Et puis, si vous voyez, aujourd'hui, on dit que les médias sont le quatrième pouvoir, etc. Mais on ne le dit que parce qu'ils ont le pouvoir, les médias, de déstabiliser des mondes, hein, de semer la guerre, le chaos, tout simplement parce qu'on ne donne pas de bonnes informations. Mais c'est ça la vérité. Comme le disait Malcolm X, il peut vous faire détester les vrais opprimés, hein, et vous faire adorer leurs oppresseurs. Et c'est dangereux quand même. Et ça, c'était ma manière à moi de... Parce qu'il y a des gens qui sont toujours honnêtes et tout, et qui sont très professionnels, mais c'est une manière de dire à ceux-là qui travestissent le métier du journalisme et qui font que des gens comme moi ne veulent plus prospérer là-dedans. Hein. Donc, je suis juste journaliste de formation, de revenir à la raison. Voilà. Donc, nous sommes de la même catégorie parce que depuis quelque temps, on ne fait presque plus le journalisme tel que nous l'avons appris. Voilà, je rappelle juste que notre invité du jour, c'est Aminata Sarr Malik chez nous. Elle est née en 92 à Dakar. Au Sénégal, après des études de lettres à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, elle obtient son doctorat et un master en journalisme communication à INSUP Afrique. Passionnée de littérature, la jeune apprentie auteure et présentatrice événementielle creuse dans le labyrinthe du vécu intérieur pour mieux rendre compte de ses déchirures voilées par le mai dans la peau de la quadragénaire et son premier roman. Présentatrice événementielle. Vous avez un rapport avec ça? Oui, c'est quelque chose pas quelque chose, mais c'est une activité qui m'a toujours plu. Je me rappelle enfant, je prenais des journaux comme ça. À l'époque, les références c'était Mignal Barreau et tout. Et j'étais là, je présentais un journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je disais des trucs comme ça. Ma mère me disait que toi, tu as cette passion-là. Et certainement, tu vas être dans ça. Hein. Et puis, j'aimais faire la présentation, même en classe, les exposés. À chaque fois, je représentais mes groupes. Hein. Si j'étais dans un groupe, la personne qui doit aller présenter le travail du groupe, en général, on me désignait. Durant tout mon parcours, c'était comme ça. J'ai toujours aimé... même si je suis un peu timide, voilà, en fait, ça peut paraître paradoxal. Je reste timide, mais n'empêche, j'aime être devant de la scène, parler en public et j'assume quand même. Présentatrice événementielle, vous a sans doute également apporté énormément de choses. Bien sûr. Comme? Bien sûr, comme le fait d'avoir plus d'assurance en moi-même, parce que de là, j'ai eu à présenter à travers PASTEF le Néméco Tour, après le Néméco Tour, les universités du Mont Cap, hein, et puis il y a une autre rubrique qu'on voudrait présenter au niveau de la commission enseignement supérieur, que certainement je vais commencer à animer, mais c'est-à-dire, la première chose, mais déjà c'est les rapports que vous avez avec les autres membres. Exactement. Maintenant, vous rencontrez beaucoup plus, votre carnet d'adresse, vous rencontrez beaucoup plus de gens, mais surtout, vous arrivez quand même à vous imposer en fait.
C'est surtout ça, à vous donner de la voix en tant que femme surtout, parce que ce n'est pas évident dans un milieu d'hommes. D'ailleurs, c'est là où j'allais venir. Femme, Aminata Sarr Malik, on y sent une certaine prestance, c'est-à-dire cette volonté de vouloir exister, de montrer que oui, nous sommes femmes, oui, nous serons là, là où seront les hommes, nous y serons. Oui, et même si c'est possible, nous pouvons même les devancer. C'est aussi simple que ça. Exactement. Donc voilà, nous avons notre place. On a tendance à... Bon, on le voit même dans certaines situations, on se bat avec nous. Donc c'est pourquoi on n'apparaît pas beaucoup à des endroits. Donc c'est à nous d'arracher notre place, de ne jamais nous résigner, c'est surtout ça. On revient au livre. Femmes, vous êtes, les hommes, votre alter ego. Comment appréhendez-vous la relation que vous, femmes, vous avez et que vous avez essayé peut-être de représenter dans ce livre à travers peut-être la dame Ria et d'autres dames et les hommes qui vous entourent? Voilà, je ne sais pas par rapport à quelle situation, mais de manière générale... Professionnelle d'une part, parce que souvent on parle de la situation professionnelle, mais souvent la situation professionnelle peut être le prolongement ou bien même d'une autre situation sentimentale. Why not? Effectivement, effectivement. C'est pourquoi c'est difficile. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais dans ce milieu-là, bon, vous êtes là en tant que femme. Moi, en tout cas, l'image que j'ai toujours voulu afficher comme identité, c'est cette femme-là qui n'a pas le temps bon, je ne sais pas comment dire ça, de temps à perdre avec des choses inutiles. Hein. En fait, je ne sais pas comment les dire, mais c'est-à-dire il faut avoir ce qu'on appelle de la dignité, il faut avoir cette confiance en toi. Il ne faut pas penser que ta réussite dans ce milieu professionnel, ça vient d'un homme, etc. Exactement. Donc, parce que quand tu penses ça, et quand tu agis de cette manière, c'est là que tu ouvres la fenêtre à des promotions canapé, par exemple. Donc, il faut refuser ça. Donc, il faut afficher cette image de cette femme qui a confiance en elle, mais qui en a dans la tête et qui doit faire valoir ce qu'elle a dans la tête. D'abord, dans le cadre professionnel, avoir cette fierté de femme qu'on connaît à la femme africaine. Et donc, dans le cadre professionnel, il peut arriver également qu'il y ait une fenêtre pour le sentimental. Et je ris parce que je me vois en fait à travers cette question. Mais toujours est-il qu'il faut savoir faire son choix, mais savoir choisir la personne qui vous respecte en fait. La situation des femmes, après tout, dans nos sociétés, parce que, Aminata, vous ne le dites peut-être pas souvent, mais c'est une situation qui vous préoccupe quand même, parce que dans vos écrits, ça s'y sent le plus souvent. Quel est votre sentiment sur la situation des femmes dans nos sociétés? Donc, situation agréable, mais pas trop agréable. Pas trop agréable, c'est le pas trop qui revient souvent. Parce que c'est celle sur le dos de qui on met toutes les fautes. En fait, on ne la ménage jamais. On ne la ménage jamais parce que si les enfants, par exemple, n'ont pas réussi, voilà, comme on dit, c'est la faute de la maman. Hein, elle n'est pas bien. Il y a énormément de choses comme ça et c'est elle qui porte pas mal de poids. Mais c'est un poids naturel hein, que les femmes aiment, hein, être la mère, être celle qui est bienveillante et tout. Mais il faut qu'on le reconnaisse également, cette place-là. Voilà. Et que ça ne soit pas un acquis pour les messieurs qui profitent de ça, que ça ne soit pas un acquis. Qu'on sache que voilà, c'est un trésor inestimable qu'il faut toujours chérir. C'est ça. Ce n'est pas seulement l'anse de la section de français de l'université Gaston Berger de Sanarre à Saint-Louis qui juge. Ce n'est pas l'admirateur d'une battante valeureuse à l'élégance comportementale connue, mais une appréciation sous-tendue par une lecture des faits et de leur sacralité. Un clin d'œil à Mame Ngor Ngom, notre doyen, grand et confrère journaliste qui a fait cet avant-propos, cette préface. Aminata, ce livre, les mots choisis, le style d'écriture, métaphorique, très belle, très joli à lire. Comment êtes-vous arrivé à perfectionner ce style-là pour en faire un ouvrage? En fait, d'abord, à travers Mame Ngor, j'ai échangé avec Mame Ngor, mais pas Mame Ngor seulement, avec d'autres camarades, ma femme, le docteur Adi Bay. En fait, ils m'ont lu, mais en fait, à chaque fois, à une étape donnée, ils me disent là, tu pouvais faire la description de la psychologie de tête.
Donc, cet ouvrage porte leur marque également, qui ne s'est pas fait tout seul. Hein. Ce n'est pas mes idées à moi, parce qu'au début, c'était un détritus, on peut le dire comme ça. En tout cas, il n'y avait pas encore les formes, il n'y avait pas cette description un tout petit peu à la Balzac, etc. Donc, ça, c'est venu au gré des contributions de ces amis-là. Et donc, moi, je ne peux pas vous dire que mon style, il est tel. Je ne sais pas. L'expérience de l'écriture, lorsqu'on écrit un ouvrage, jusqu'après avoir obtenu le manuscrit, publier et tenir cet ouvrage, savoir que ça, c'est le travail de longues nuits, les premiers mots, jusqu'à aujourd'hui, en avoir cet ouvrage-là. Quel est votre sentiment? Un sentiment d'abord de satisfaction, de dire, ah, j'ai pu arriver à ce résultat-là. Et je ne pensais pas que ça pouvait prendre forme de cette façon-là. Mais je reste une apprentie auteure, j'ai l'habitude de le dire. J'apprends à écrire, je ne suis pas une calée, pas dans ce sens-là. Et j'essaierai quand même de me perfectionner, en fait. Souvent, et bien souvent, ceux qui écrivent, juste après, ou bien avant leur première publication, ils ont déjà un manuscrit. Y en a-t-il un autre? Oui, oui. En fait, lui, je l'ai écrit en même temps que deux autres. Mais je vais essayer de voir comment je vais cumuler les deux, parce que je pense que ça peut aller ensemble, en fait. Et en faire un deuxième livre, pourquoi pas. Merci beaucoup, docteur Aminata Sarr Malik. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Je me permets de te tutoyer parce que tout simplement, ceux qui nous suivent savent très bien que nous avons d'excellentes relations à travers PASTEF et également à travers Jotna Media Group. Ouais. C'est un plaisir de vous recevoir ici à Harmattan Sénégal. Plaisir largement partagé. Je remercie les téléspectateurs de l'émission et également Harmattan Sénégal. Je rappelle juste ceux qui nous suivent que cet ouvrage est disponible ici à l'Harmattan Sénégal, sur Amazon, mais également sur le site de l'Harmattan. Vous pouvez également contacter Madame Aminata Sarr Malik pour vous en procurer. Merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.
diffusé? Bon,